Merci, Monsieur le Président, cher Olivier. Je suis heureux, effectivement, de prendre la parole pour introduire ta conférence, car je pense que la plupart des gens qui sont ici s'intéressent essentiellement aux jetons lyonnais, en particulier à ceux du consulat. Alors, les jetons, ce sont un petit peu les mal-aimés de la numismatique, souvent rejetés, évidemment derrière les monnaies. Alors là, encore, il y a une hiérarchie, hein, les monnaies antiques, et puis, bon, on arrive à notre époque, les médailles. Alors là, on ne va pas jusqu'à l'Antiquité, faute de matériel, mais la Renaissance, et puis restent les jetons. Alors, il y a quelque chose qui est rarement, effectivement, explicité, c'est la fonction du jeton. Pourquoi on a vu apparaître ces jetons et pourquoi se sont-ils maintenus, on peut dire en France, jusqu'à la Révolution. Dès les premières lignes de l'avant-propos de l'histoire du jeton au Moyen-Âge, rédigé par Eugène Huchet et Jean Rouillet, eh bien, nous sommes en 1858. Voilà ce qu'ils disent. Sans présenter à l'étude les spéculations des monnaies, la majesté des médailles, les jetons offrent leur genre d'instruction. Ils sont en quelque sorte dans la numismatique ce que sont les anecdotes dans l'histoire. Ils rappellent, sous une multiplicité infinie de formes, souvent attrayantes, parfois piquantes, le souvenir d'hommes et de choses à propos desquels les monuments métalliques d'un ordre plus sérieux seraient vainement consultés. Et ils ajoutaient un peu plus loin qu'une lacune assez longue se fait remarquer entre les derniers travaux du XVIIIe siècle sur le sujet qui nous occupe, disent-ils, et les premiers de ce siècle, et que ce sont les monographies numismatiques publiées en province qui ont rappelé en France l'attention sur les jetons. Alors on peut dire que notre ville ne fait pas exception à cette remarque, et pour ne citer que quelques auteurs lyonnais. On peut penser pour le XVIIe et le XVIIIe, bien sûr au père Ménétrier, qui a publié en 1689 l'histoire du roi Louis le Grand par les médailles, emblèmes, devises, jetons. Ou bien à quelqu'un dont je présume que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu le nom, Nicolas Mahudel. Nicolas Mahudel est un personnage assez curieux, je ne veux pas m'attarder, mais il était membre de l'Académie de Lyon et il était aussi correspondant, membre associé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et il a lu une dissertation assez longue, je dois dire, en 1724, sur l'intérêt des jetons. Et puis après, on ne trouve plus beaucoup de Lyonnais. Il faut attendre 1865, André Steyer, qui fait paraître dans la Revue du Lyonnais une série d'articles sur les jetons de l'échevinage. Cette étude est suivie en 1883 par les recherches sur les jetons consulaires de la ville de Lyon, par le docteur Ernest Poncet, que j'imagine ici tout le monde connaît, puisqu'il a été quelque temps président du Cercle littéraire, historique, archéologique de Lyon, ancien nom de notre société. Son ouvrage a été complété par celui d'un autre médecin, le docteur Chatillon, Louis Chatillon, et il a fallu attendre les travaux de Jean Tricou, avec cette somme qu'il a présentée dans la publication des jetons consulaires
en 1955. Et je pense que ça doit être le livre de chevet de votre président. Alors, ces jetons, de nos jours, ils n'apparaissent dans la conversation plus guère que dans quelques expressions péjoratives, faux jetons, faux comme un jeton. Un peu mieux, on le trouve dans les bilans des sociétés pour désigner la rémunération des administrateurs, alors que les jetons qu'on leur distribue sont sous forme, j'allais dire de monnaie, mais même plus, maintenant de monnaie numérique. C'est un virement qu'on fait aux administrateurs. Moi, j'ai connu une époque où, dans les assemblées générales de quelques sociétés en France, on est dans les années 70, 1900, 70, il y avait encore remise de jetons aux actionnaires qui participaient aux assemblées générales. Mais tout ça a bien disparu. Alors, ce qui n'a pas vraiment disparu, ce sont les jetons, les vrais, ceux qu'on peut tenir dans la main. Il y en a eu une masse colossale qui a été fabriquée, et il en reste encore beaucoup, et périodiquement, chaque fois qu'on fait des fouilles archéologiques dans les niveaux des 16e, 17e, 18e, on trouve ces jetons dont nous verrons que la plupart ont été fabriqués en Allemagne. Je vous dirai pourquoi. Alors, c'est quand même étonnant parce que ces jetons ont été utilisés quotidiennement pour faire des calculs, on peut dire juste en France, jusqu'à la Révolution française. Voilà quelque chose d'étonnant. On la retrouve, cette fonction, et j'allais dire, j'avais écrit que les élèves qui étudiaient le malade imaginaire pouvaient les retrouver, mais je me demande si on étudie encore beaucoup le malade imaginaire dans nos établissements scolaires. Mais au tout début du malade imaginaire, il est bien précisé que l'acte 1 de la première scène, Argan, assis une table devant lui, comptant avec des jetons les parties de son apothicaire. Donc, sous Molière, c'était chose commune. Alors, c'est l'étymologie du mot calcul qui va nous donner la piste à emprunter pour comprendre ces jetons. Calcul, calculi, petits cailloux, voilà des petits cailloux qui vont nous guider, comme ils ont guidé le petit chaperon rouge, vers les objets de notre étude aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces pierres, ces calculi? Eh bien, ce sont tout simplement, effectivement, des cailloux que les Romains déplaçaient sur un abaque. Et c'est pour ça que le mot calcul, en français, vient d'eux. Alors, les Romains n'étaient pas les seuls à utiliser cette technique. Elle était largement répandue dans l'Antiquité et plus particulièrement chez les Grecs, mais pas uniquement. Alors, pourquoi utiliser des abaques et des cailloux pour compter? Eh bien, tout simplement parce que la numération romaine, avec ses lettres combinées entre elles, ne permettait pas le calcul à la plume. Celui que nous faisons tous les jours avec nos chiffres indo-arabes. Et cette numération restait en usage en Occident dans l'univers des marchands, des banquiers, des financiers en général, bien après l'introduction du système donc indo-arabe et ses chiffres avec le zéro qui a tout permis. Alors, il est difficile d'attribuer
les auteurs, en général, ce sont des historiens des mathématiques qui s'intéressent au sujet. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ceux à qui on doit l'introduction donc, de ces chiffres indo-arabes. L'un des premiers, probablement, là tout le monde est un peu d'accord, Gilbert d'Aurillac. Alors il est vrai que c'est le pape de l'an 1000, il est connu sous son nom adopté au moment de son pontificat, Sylvestre II, et donc il a la réputation, est-ce une légende, enfin, qu'il aurait été le premier à les introduire, ces chiffres indo-arabes. En réalité, il n'est certainement pas le premier. 2 siècles plus tard, un Italien qu'on appelle Léonard de Pise, Leonardo Fibonacci, a essayé de populariser cette technique qui s'adressait, alors lui il vivait entre 1170 et 1250, et il s'adressait non pas au monde des marchands, mais essentiellement aux géomètres, aux astronomes et aux mathématiciens plus généralement. Sa technique rencontre une résistance inattendue, et vous allez voir pourquoi, puisque dès 1280, à Florence, on interdit, je dis bien on interdit, l'usage de ces chiffres, parce qu'ils sont à la fois jugés kabbalistiques, diaboliques, mais aussi et surtout trop faciles à falsifier. Et c'est là, effectivement, que se trouve l'explication. Ce qui fait qu'en France, sous le nom d'écriture financière, la numération romaine ne fut définitivement abandonnée qu'à la Révolution. Comptabilité et abbac sont donc intimement liés, comme l'atteste d'ailleurs le titre du ministre des Finances en Angleterre. Il est le chancelier de l'échiquier. Cet échiquier, c'est un abbac dont je vous donnerai quelques exemples ultérieurement. Alors, la technique de calcul, aussi bien au jeton qu'à la plume, c'est ainsi qu'on appelle l'usage des chiffres indo-arabes, s'est développée avec la diffusion de l'imprimerie au XVIe siècle. Alors, nous avons à Lyon un auteur qui s'appelle Jean Tranchant, qui a publié en 1558 son arithmétique, suivi de 2 petits livres, un discours sur l'échange et l'art de calculer au jeton. Alors, je m'arrête une toute petite seconde. Je vous demande de regarder rapidement la dédicace. Le livre de Tranchant dédie son livre à Mesdemoiselles Marguerite et Claude Beaulieu, filles de docte et vertueuse damoiselle Marguerite de Bourg. Marguerite de Bourg est bien connue, ses filles un peu, et là je dois dire que je suis redevable à notre consoeur Marianique Lavigne-Louis, qui a attiré mon attention sur les devises que Marguerite de Bourg avait fait inscrire dans la fameuse galerie de Philibert Delorme, galerie qui a été construite à peu près à partir de 1536, c'est le retour de Philibert Delorme d'Italie. Et parmi les devises qui ont été récemment restaurées,
elles sont en latin, mais là je vous donne la traduction, que nul n'entre ici s'il n'est mathématicien. Et cette devise, alors, ce n'est pas une invention de Marguerite de Bourg, parce qu'on trouvait une inscription semblable à la porte de l'Académie de Platon, dit-on. Car là, tout à l'heure, je vous parlais de légendes, on reviendra sur toutes ces légendes qui peuvent courir. Cette inscription qu'on attribue à Platon n'apparaît dans la littérature qu'au début de notre ère. En tout cas, donc, Tranchant dédie son ouvrage. Alors, et il se justifie. Le gros du volume, c'est le calcul à la plume, c'est-à-dire les chiffres indo-arabes. Mais il éprouve le besoin de se justifier en introduction du livre consacré donc aux jetons. Et voilà ce qu'il nous dit. Alors vous l'avez, c'est l'édition de 1558. Hein. Vous l'avez ici. Il dit qu'on use toujours d'icelles lettres aux écrits d'importance. Aux écrits d'importance. À cause qu'elles ne peuvent imperceptiblement transformer l'une en l'autre comme les chiffres. Mais aussi, elles ont cette incommodité que les formes notées avec icelles ne se peuvent calculer que par le moyen de jetons, sinon qu'on les voulut réécrire avec des chiffres pour en faire le calcul à la plume. Donc, on voit bien où se situe le problème. Un autre élément est à prendre en compte, là je serai très rapide, c'est les systèmes monétaires. Alors, d'abord des systèmes monétaires. Dans l'Europe, il en existe une multitude. Si l'on se contente de regarder chez nous, depuis Charlemagne, dans le royaume de France, on a un système qui paraît relativement simple pour nous qui savons calculer avec les chiffres, encore que. Mais enfin, plus simple. Une livre est faite de 20 sous et un sou est fait de 12 deniers. Bon. Alors, simplement, imaginez une petite seconde. Vous avez une somme en livres, sous et deniers. Et puis vous voulez ajouter mentalement une autre somme. Eh bien, je vous laisse faire. Et moi, je vous le ferai avec des jetons. Si on ajoute, parce qu'alors là, ça paraît très simple, mais en réalité, il existe plusieurs livres, en particulier la livre tournois et la livre parisie. Et la livre tournois, toutes les deux n'ont pas la même valeur. Et la livre tournois a été définitivement abolie en 1667. Et la livre, le sou et le denier ont vécu jusqu'au 15 août 1795, date à laquelle la Convention décide d'appliquer le système décimal. Ça, c'est la grande idée de la Révolution, c'est le système décimal. Et si vous avez eu la curiosité de visiter l'exposition aux archives départementales, je ne sais pas si on peut parler des concurrents ici, vous avez pu voir que les commissaires de l'exposition ont retenu parmi les héritages de la Révolution une médaille célébrant le système décimal. Le système décimal qui n'a d'ailleurs été imposé en France définitivement que sous Louis-Philippe. Mais pour la monnaie, il l'était avant. Hein. L'unité et le franc.
il est divisé en 10 décimes. Alors le décime n'a vécu que quelque temps. Et 100 centimes, nous connaissons bien, en tout cas pour ceux qui ont connu le franc, ce système. Alors, si on se penche un petit peu sur... alors, là, j'ai un petit... je vais montrer ce petit bout de tranchant. Là, c'est un calcul simplifié, il n'y a pas d'abac. C'est l'arbre de G. On a d'un côté une somme, on peut mettre une somme, de l'autre côté une autre somme et faire l'addition. Ici, les sous et les deniers. Mais on a bien plus parlant. Alors, je vous parlais tout à l'heure de légende. Ben, voilà encore une illustrée et une légende qui s'est maintenue dans le monde savant jusqu'à la fin du 19e et le tout début du 20e. C'est l'idée que les chiffres indo-arabes, probablement parce qu'on n'avait pas tellement envie que ce soit les Arabes qui les aient apportés, étaient connus avant la période de la conquête arabe, et que c'est Boès qui aurait introduit ces chiffres en Occident. Alors, là, il y a vraiment quelque chose qui fait bondir tout le monde, puisque c'est à l'évidence faux. Boès, qui vivait au 5e siècle, début du 6e après Jésus-Christ, n'est certainement pas celui qui a introduit ces chiffres arabes. Et là, on a un livre de 1508 de Gregor Reich, le livre en lui-même, c'est la Margarita Philosophica, c'est une sorte d'encyclopédie. Les gens qui s'intéressent à l'encyclopédie estiment que c'est l'ancêtre de toutes les encyclopédies. Et pour la partie consacrée donc à l'arithmétique, eh bien, on a Boès qui est ici, qui est identifié, qui compte à la plume, et ce pauvre Pythagore qui a l'air tout dépité, qui en est encore à compter avec des jetons. Cette concurrence entre les deux systèmes apparaît, alors là, on a un compte aux jetons tout bête, et voilà ici 2 livres publiés la même année. Celui de Kobel, une arithmétique, tous les deux portent le même titre, l'arithmétique, et celui de Bockenstein, 1514. Et là, l'un est illustré pour son frontispice par un calcul au jeton, et l'autre, un calcul à la plume. Bon, on pourrait multiplier les exemples, je vous en donne un autre, encore un. Là, on est en 1525. Là, on est un petit peu plus loin. Robert Recorde, c'est un Anglais qui a écrit un traité mathématique important. Alors, je vous ai montré donc des gravures. On calculait sur soit des tables comme celle-ci. Alors malheureusement, je n'ai trouvé qu'une photo assez médiocre d'une table qu'on peut voir, moi je l'ai vue personnellement, au musée de l'œuvre Notre-Dame qui jouxte la cathédrale de Strasbourg. Ben, vous pourrez peut-être nous en envoyer une photo un jour. La voilà. Il y en a relativement peu qui ont été conservés. Hein. Et ici, c'est le plateau d'une table de Brenngarten. C'est une petite ville du canton d'Argovie, en Suisse. Alors, à quoi servaient ces jetons? On y va. Donc, je vous ai fait... je dois dire que c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis fort longtemps, puisque bien avant l'an 2000, avait été organisé pour le centenaire,
le 5e centenaire de la publication de la somme mathématique de Luca Pacioli, une exposition à la bibliothèque municipale de Lyon. Une belle exposition. C'était M. Bérard, mon ami Bérard, qui l'avait organisée, et j'ai eu l'occasion de guider un certain nombre de groupes, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé une copie d'un tapis à compter, car je vous ai montré des tables gravées, mais on pouvait aussi tout simplement avoir un tapis qu'on roulait et qu'on déroulait sur la table où on présentait les marchandises, on comptait là-dessus, et c'est de là que vient le mot comptoir. Chaque fois que dans un magasin on passe au comptoir, vous pensez aux jetons. Hein. Alors, en voilà un tapis. Donc là-dessus, je vous ai figuré, honnêtement, alors, je vais vous dire très franchement, j'avais prévu de faire une démonstration qui serait filmée par en dessus et projetée. Pour des raisons complexes, nous n'avons pas pu le faire. Et il y a une autre raison qui est intervenue, c'est qu'en présentant la chose à quelques amis, ils m'ont dit, on dirait vraiment quelqu'un qui fait son baratin en jouant au bonneto. Et effectivement, je pense qu'il vaut mieux des images fixes. Alors, voilà comment on figure donc 52 livres. 52 livres. Ici, on est entre 100 et 10, 50. Car il n'y a jamais plus de 5 jetons qui se trouvent ensemble. Donc, ici, j'ai mes 50 et sur la ligne des livres, j'ai mes livres. Après, 15 sous, donc ici, c'est les unités des sous, et là, ce sont mes 15 sous, puisque 3 fois 5, c'est bien 15. Et puis, 9 deniers, 5 et 4. Alors, on peut faire la même chose, 3 livres. Bon. Alors, ça, je veux l'additionner. À la plume, ce n'est pas évident. Hein. Vous pouvez essayer un jour. Donc, là, je vous remontre la chose, si vous voulez. Bon, on a... C'est le même tableau. Hein, simplement, au lieu de me balader avec mon pointeur, j'ai fait des flèches. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais d'abord m'occuper des deniers. Il faut toujours partir des plus bas. Et là, je vais additionner les deniers. Donc, vous voyez mon groupe de deniers. Et je vais les transporter dans la 3e colonne. Donc là, je vais me retrouver avec plus de 5 jetons, mais vous allez voir pourquoi. Ensuite, je vais déjeter. C'est-à-dire que mes jetons, alors à chaque fois, je vous représente l'ancien tapis et le nouveau, si j'ose dire, hein, l'étape suivante. Mes deniers, je vais les réunir par groupe de 5 deniers. Et chaque groupe de 5 deniers sera représenté par un jeton. Donc là, j'ai fait cette opération. Et je continue. Alors, maintenant, dernière étape pour les deniers. Comme je sais que 12 deniers font un sou, eh bien, à ce moment-là, je vais éliminer ici 5, 10 et 12. Il me reste 5. Alors, attendez un peu. Pourquoi est-ce que... Je ne sais pas si j'en ai pas oublié. Hein. Ah, mais non, parce qu'on a... tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. 15, on est à 17. Voilà. Ensuite, je passe au sous. Alors, là, je me contente
d'observer qu'en fait, j'aurais pu ne pas m'embêter avec les sous, puisque 5, 10, 15, 20, hop, je les amène là. Ensuite, je passe aux livres. De la même manière, je déplace mes livres. Et j'arrive au total, 56 livres, 1 sou et 5 deniers. Alors, on le voit bien. Hein, 50, 5, 6. 1 sou et 5 deniers. Voilà, il n'y a pas de magie, mais on peut aller très vite. Et c'est pour ça que ça donne, pour l'addition. Hein. Alors, je vous passe les complications de la division. On a mis longtemps. Et il y avait des différentes méthodes hein, qui intéressent beaucoup les mathématiciens. Savoir comment on faisait pour diviser. C'est pas évident. Hein. Bon, allez, laissons les opérations et passons aux objets eux-mêmes, les jetons. Alors, il est bien difficile de fixer vraiment une date à laquelle apparaissent les jetons tels que je vais vous les présenter ensuite. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que des rondelles de métal, on les a peut-être utilisées, même au temps de l'Empire romain, tout au long du Haut Moyen-Âge. Mais ce dont on est sûr à peu près, c'est que c'est au début du XIIIe que chez les prêteurs d'argent, les banquiers, les changeurs italiens, de l'Italie du Nord, de Vénétie, de Toscane, qu'on a d'ailleurs réunis sous le nom générique en Occident de Lombards, ça s'appelle les Lombards, eh bien, là, il y a une innovation, c'est de marquer ces jetons. Alors, on les marque, mais entendons-nous bien, tous ont la même valeur, hein, ce sont simplement des pions qu'on déplace. C'est la seule chose. Et puis, cette innovation, eh bien, elle s'est assez vite répandue. Et elle arrive dans le royaume de France, probablement, avec Blanche de Castille, qui fait réaliser ce jeton qui mêle les armes de France, le lys, et le château Crénelé de Castille, sur l'une et l'autre face. Donc, on est au temps du règne de Saint-Louis. Ensuite, les autres administrations, très vite, imitent l'exemple royal, bon, ça c'est classique, et finalement, donc, toute l'administration royale se fait fabriquer par la monnaie royale des jetons, et puis après, ce sont les grandes familles, et puis les familles un peu moins grandes, et puis après quelques marchands un peu fortunés, et on verra que les moins fortunés, eux, ils doivent se contenter de jetons qu'on appelle des jetons banaux, qui viennent pour la plupart d'Allemagne. Alors, donc ces jetons sont obligatoirement gravés et frappés dans des ateliers monétaires. Celui de Paris en fournit la plus grande quantité. À un moment, il a été délocalisé à Tournai. Celui de Lyon en fournit quelques-uns. On a quelques documents. Hein, en 1427, on a un monnayeur de la monnaie de Lyon qui reçoit 15 livres tournois pour 1500 jetoués, faits par ordonnance et commandement des généraux maîtres. Et puis, c'est la Cour des monnaies qui véritablement met la main sur le contrôle des jetons. Et la Cour des monnaies veille à ce qu'on utilise le moins possible des représentations iconographiques qui pourraient faire penser à des monnaies. Ça n'a pas toujours été respecté, mais c'était quand même l'idée. Et dans le cas où ce serait quand même des représentations qui pourraient prêter à confusion, eh bien, il fallait mettre une inscription. Je ne suis pas Agnel d'or, je suis de laiton, je suis... Donc, il fallait éviter que des petits malins se servent de ces jetons en laiton à la place de pièces d'or.
Alors, très vite, ces jetons fabriqués dans les ateliers royaux ont été concurrencés par des jetons fabriqués à Nuremberg. Pourquoi des jetons de Nuremberg? Parce que à Nuremberg, on avait mis au point un procédé de laminage qui permettait de faire des jetons extrêmement fins, c'est-à-dire contenant moins de matières premières, même si le laiton, évidemment, ça n'a pas le prix de l'or, mais c'est toujours ça de gagner. Et on voit peu à peu ces jetons de Nuremberg se diffuser auprès de tous ceux qui n'ont pas les moyens et qui ne sont pas comme la ville de Lyon en possibilité de faire leurs propres jetons. Alors, périodiquement, le pouvoir royal rappelle la prérogative des ateliers royaux. Voilà, alors là, je vous ai présenté un jeton de Nuremberg. Ces jetons sont très très minces, ils sont très légers. Celui-ci, c'est le jeton au maître d'école. On voit un maître d'école en train justement de compter avec des jetons. Là, nous sommes en face d'un jeton du Trésor royal de 1683, frappé, lui, légalement, par le balancier du Louvre. Ce qu'on appelle le balancier du Louvre, c'est l'atelier monétaire qui se trouvait au Louvre. Et on est quand même 11 ans après l'interdiction d'utiliser des jetons allemands. Et pourtant, voilà ce que une famille allemande, la famille Laufer, qui est assez célèbre dans la fabrication de jetons, a pu faire. C'est l'imitation du précédent. Hein. Et voilà ce qu'une autre famille a pu faire. Et j'en aurai d'autres à présenter si il était besoin. Alors, les choses continuent. Là, nous sommes au XVIIIe siècle et c'est encore un jeton à l'effigie donc de Louis XIV qui est diffusé dans le public. Les jetons royaux, on revient un tout petit peu en arrière, étaient fabriqués avec très grand soin. Et même, on peut dire que Colbert a créé une académie qu'on a d'abord appelée la Petite Académie, puis après l'Académie des médailles, avant qu'elle prenne le nom qu'elle a gardé jusqu'à aujourd'hui, l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et cette Académie des médailles, comme son nom l'indique, elle était là pour créer l'iconographie et les devises des jetons royaux, car chaque année, d'autres jetons venaient remplacer les précédents. Et on en distribuait à foison. Par exemple, le Trésor royal, en 1683, justement, ils ont distribué ce jeton, 20 000 exemplaires en argent, et quand même 800 en or. Et c'était devenu vraiment obligatoire. Quelques années auparavant, on a un document qui nous décrit le moment où les échevins de Paris vont souhaiter la bonne année à la famille royale et ils distribuent, sauf au roi, ce serait quand même inconvenant, mais à tous les autres membres de la famille royale et à tous les grands qui sont là, des bourses contenant leurs jetons. Alors, ces jetons ne disparaissent quand même pas avec la fin de leur utilité au moment de la Révolution. Et je vais terminer et donner la parole à Olivier Zeller par celui-ci. C'est celui donc du cercle littéraire, l'ancêtre de la Société d'Histoire, qui a été frappé, j'ai mis vers 1810. Alors je le connais bien parce que je l'ai étudié en long, en large et en travers. J'ai publié dans le bulletin de la Chale le résultat de mes travaux. Il est à noter que le poinçon de ce jeton est aux archives départementales.
Les archives départementales ont très très peu d'objets numismatiques. D'ailleurs, c'est pas classé à part. C'est classé dans le dossier du cercle littéraire. Et nous avions essayé, mon ami Paul Feugat, que vous avez bien connu, du moins certains d'entre vous, de voir si la monnaie de Paris pouvait nous refrapper ce jeton. Et alors, ce n'était pas avec ce coin-là. Hein. Je dois dire que un autre coin qui copie celui-ci a été fait dans les années 1880. À l'initiative d'Ernest Poncet, dont on a parlé tout à l'heure, lequel Ernest Poncet avait quand même, il était passionné par les jetons, puisqu'il avait une collection, et va peut-être faire rêver votre président, de 420 jetons lyonnais, alors, y compris quelques jetons du 19e. Et il avait même fait frapper pour lui-même, et il l'avait payé, hein, ce jeton en or. Bon. Et donc, dans sa vente, dans la vente de sa collection, hein, eh bien, il y avait à peu près, enfin pas à peu près, et il y avait donc, comme je vous ai dit, 420 jetons lyonnais. Et c'est une vente qui a été faite en mars 1926. Alors vous voyez que et les jetons ont beaucoup préoccupé le cercle, enfin son successeur, Lachalle, comme on dit parfois, à plusieurs reprises. Après la guerre, alors c'est la guerre de 14 hein, qui met fin à la distribution des jetons. Avec l'inflation, l'argent vaut 5 fois plus cher. Et à plusieurs reprises, hein, Jean Tricot, par exemple, le fondateur de notre cercle, remettait sur le tapis en disant on devrait faire des jetons, on devrait faire des jetons. Mais ça n'a jamais été possible. Il est vrai que par rapport à l'Ancien Régime, des institutions, sous l'Ancien Régime, les institutions souvent se faisaient offrir par, à Lyon par exemple, par la ville, les jetons. Et là maintenant, elles devaient les payer. Alors la Société d'architecture a essayé de résister un peu plus longtemps. Et ces jetons récompensaient des présences. Et il y avait des luttes continuelles au-delà de la valeur intrinsèque, parce que ça représentait à peu près 2 francs. 2 francs d'avant-guerre, 2 francs germinal. Il y avait des luttes pour ces jetons. D'énormes discussions pour savoir si ceux qui arrivaient en retard pouvaient quand même être comptés. À l'Académie, est-ce que les membres émérites, à l'époque, les membres émérites ne payaient plus de cotisations. On est au 19e. Hein, ne payaient plus de cotisations. Et est-ce que quand même ils peuvent recevoir des jetons? Et tous ces gens-là, qui étaient en général aisés, il faut bien le dire, pour ne pas dire riches, eh bien, se battaient pour un jeton de 2 francs. C'est très curieux. Ce qui fait qu'il y a quand même une valeur symbolique, et je pense que votre président vous en parlera mieux que moi à propos de Lyon, une valeur symbolique dans ces jetons qui ne sont pas que des espèces. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est qu'en France, les jetons, en tout cas les jetons d'Ancien Régime, étaient frappés suivant ce qu'on appelle la frappe-monnaie. Alors il faut savoir qu'en France, on utilise 2 systèmes de frappe. Si vous tenez une pièce de monnaie et que vous la faites pivoter sur elle-même, vous restez à l'endroit, si j'ose dire. Et si vous prenez une médaille, logiquement, alors c'est plus respecté maintenant, eh bien, vous devriez voir une face à l'endroit, enfin une face par exemple verticale, et dans le sens de la hauteur, et la deuxième dans le sens vers le bas. Eh bien, les jetons, eux, avaient gardé la frappe-monnaie.
en tout cas théoriquement. Voilà, allez, j'en ai été beaucoup trop long. Je vais me faire fusiller par mon ami Olivier Zeller. Je te donne le micro. Bien, merci, cher Jean-Paul, pour ce superbe exposé. Très pédagogique, mais ça on s'y attendait. Mais avec une iconographie extrêmement riche et un exposé très clair d'un procédé finalement assez complexe. Alors, si tu en es d'accord, nous pourrons peut-être grouper les questions après mon propre exposé, parce que nous nous compléterons, j'imagine. Oui. Alors. Voilà. Comment est-ce qu'on sort? Oui, s'il te plaît, parce que je ne suis pas du tout PC. Moi non plus, parce que sans ma souris, je suis malheureux. Qu'est-ce qui est un champion du pavé? Fermé, tu as fermé là. Oui, mais je ne sais pas si par ce biais je passe. Non, normalement, je devrais éjecter. Voilà, nous y sommes. Bien, alors tout d'abord, je dois dire que aujourd'hui, je ne prends pas la parole en tant qu'historien professionnel, mais que d'ailleurs vous avez vu, je n'ai pas mon mortier, je n'ai pas ma toche dorée. Et c'est en tant que simple amateur et très humble numismate, puisque le peu que je sais, c'est Jean-Paul qui me l'a enseigné. Je me rappelle des lundis matins au collège, où je lui montrais à la récréation les jetons que j'avais achetés le dimanche. Et après, nous traquions notre collègue de latin pour lui faire lire les devises de ces jetons. Et ma foi, elle n'en pouvait mais parce que les devises latines du XVIIe sont extrêmement allusives et n'ont qu'un rapport lointain avec le latin que l'on enseigne. Mais ce sont d'excellents souvenirs, c'est la raison pour laquelle je tiens à les évoquer devant lui. Alors aujourd'hui, je vais essayer, à partir de mon expérience et surtout de ma petite collection, de vous entretenir de ce qui est l'une de mes passions. D'où vient-elle tout d'abord? Quel est le dessein de l'auteur, comme l'on dit en littérature? Oh, c'est très simple. En 1975, au mois de juin, le regretté Richard Gascon, qui fut mon maître, m'avait proposé comme sujet de mémoire de maîtrise, à l'époque où les étudiants faisaient de la recherche, d'étudier les registres consulaires de 1625 à 1660. Bon, j'ignorais tout du consulat de Lyon. Évidemment, je m'y suis initié. Il fallait tout apprendre à lire, apprendre les institutions, apprendre... Bon, c'était évidemment un mémoire d'histoire économique à l'époque. Et il s'est trouvé qu'au marché aux puces, que je fréquentais assidûment, un policier revendait les doubles de sa collection de jetons.
Alors c'était des jetons en bronze du 18e qui étaient pas très chers, dans mes moyens, et donc j'ai fait l'emplette de certains. Bon, c'est l'époque où j'ai commencé également la rédaction du tome 1 du livre des Braques, et le regretté Michel de Saint-Romain, qui était un homme très grande générosité, pour me remercier du travail accompli, m'a fait présent d'un de ces petits filets de médailles en chocolat, vous savez, que l'on trouvait dans les confiseries, mais toutes les médailles n'étaient pas en chocolat. Il y avait une dizaine de jetons consulaires du 18e en argent qui ont fait le fond de ma collection. Bon, et ma foi, aujourd'hui, d'achat en achat, au beau jour de la bourse numismatique organisée par le Cercle, lorsque Monsieur Pes, qui était un homme charmant, me fournissait en jetons, eh bien, faisait grossir ma collection, qui aujourd'hui doit atteindre quelque chose comme 185 exemplaires. Alors, encore une fois, j'ai tenté de donner un sens théorique à mon propos, parce que je ne sais rien faire d'autre. Hein. Mais, encore une fois, les numismates seront sans doute amenés à corriger certains de mes propos, et je les en remercie à l'avance. Alors, en ce qui concerne la bibliographie, c'est, ma foi, la bibliographie que Jean-Paul Donnet vous a indiquée, à laquelle je dois ajouter une référence. Well, dear Judy, I apologize. I'm now obliged to hurt your scientific modesty. C'est-à-dire que Judy Loach, ici présente, professeur à l'université de Cardiff, jadis, a publié dans une revue très difficile à trouver ici, The Middle, un article absolument fondamental qui a l'intérêt de faire le lien entre l'histoire politique et la numismatie, ce qui est une démarche du premier intérêt. Alors, j'ai trouvé ici, j'ai porté ici la référence de son article, et je reviendrai sur son contenu. Alors, quels sont les usages des jetons ? Alors, tout d'abord, l'instrument de G, J-E-C-T. G, avec la même étymologie que jeton, le G étant le calcul arithmétique, et pratiqué massivement avec les jetons de Nuremberg, dont Jean-Paul vient de vous parler. Ensuite, ces jetons pouvaient avoir comme vocation de commémorer un ou plusieurs mariages. Alors, ce sont des pièces que, personnellement, je trouve assez émouvantes, pour lesquelles j'ai une certaine dilection, et je vous en montrerai. Grâce à Jean Tricou, nous savons aussi que les jetons pouvaient avoir la même fonction que nos badges d'entrée d'aujourd'hui, nos badges d'accès d'aujourd'hui. Si vous désirez commencer une collection de jetons demain matin, le jeton que vous pourrez à bas prix vous fournir en grande quantité, ce sera le jeton des affinages de Lyon. C'est-à-dire des ouvriers de la monnaie, et pour lesquels la présentation de ce jeton permettait d'avoir accès à l'intérieur des différents bâtiments. C'est Jean Tricou qui l'a prouvé. C'est aussi un objet de commémoration, en particulier pour les mariages royaux, pour les sacres. Louis XIV régnant, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le jeton était aussi un objet de propagande. À chaque victoire, on frappait un jeton. C'était un support politique, particulièrement dans le cas lyonnais. Alors il s'agit des revers des jetons consulaires lyonnais de la deuxième moitié du XVIIe, étudiés par Judy Loach. Mais en 1753, à l'occasion d'une tentative de réanimation civique du consulat et des institutions lyonnaises, un nouvel usage politique du jeton a été fait avec la frappe d'un très très grand nombre de jetons distribués larga manu aux ex-consuls, c'est-à-dire le jeton Patria Memor. Patria Memor, viris, consularibus, la patrie se souvient des hommes du consulat.
Il s'agit aussi de reconnaissance institutionnelle qui, dans le cas lyonnais, concrétise la protection du consulat à un certain nombre d'institutions, parmi lesquelles l'Académie, parmi lesquelles l'Académie de l'Arc en Main, parmi lesquelles la Chambre de commerce, parmi lesquelles les différentes arquebuses, arquebuse de Lyon, arquebuse de Villeneuve, j'en passe, et des meilleurs. Il s'agit également d'un présent honorable. Dans la mentalité imprégnée de catholicisme qui péjore beaucoup l'enrichissement, il est plus facile à un chameau de passer par le chat de l'aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. On a une vision véritablement dévalorisée de la manipulation de l'argent, de l'enrichissement, à tel point que le prêt à intérêt a été prohibé très longtemps, et que l'état de marchand, ma foi, ça peut être une marche vers la noblesse, mais cette marche, on la saute le plus vite possible, parce que l'état de marchand n'est pas franchement ignoble, on ne travaille plus de ses mains, mais on manipule encore de l'argent, et c'est très mal considéré. Donc, dans la symbolique du présent, offrir des jetons qui ne sont pas à proprement parler des valeurs monétaires, c'est un présent honorable au même titre que les confitures, que les olives de Vérone, que les pistolets d'argent, que les chevaux, que sais-je encore. Puis enfin, il s'agit d'une distinction municipale décernée aux employés municipaux de première classe, c'est-à-dire le voyer, c'est-à-dire le trésorier, le secrétaire, le procureur, le député en cour. Mais il s'agit donc de jetons qui sont aux armes des intéressés sur l'avers et aux armes de la ville sur le revers. Alors, il en existe beaucoup d'autres, hein. J'ai aussi dans ma collection, par exemple, un jeton d'exorciste. C'est un jeton dans lequel toutes les lignes sont brisées et dans lesquelles tous les caractères sont déformés volontairement, sans doute pour tromper Belzébuth. Alors ici, vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Figurez-vous que comme jeton de Nuremberg, je vous présente ici le même que celui que Jean-Paul a sélectionné. Alors vous voyez que la ressemblance est assez critiquable. On reconnaît bien le Louis XIV, c'est une frappe de qualité. Par contre, Louis XVI est à peu près méconnaissable hein, sur le jeton de droite. Alors, on voit, puisque le flanc est complètement écrasé, on voit très bien le bord du flanc de laiton, et cela vous permet d'avoir intuitivement la connaissance de la minceur de ces jetons qui sont extrêmement légers. Et dans toutes les bourses numismatiques, ce que l'on trouve à foison, ce sont des jetons de Nuremberg, qui représentent d'ailleurs à peu près tous les souverains de l'Europe. Alors je vais vous parler des jetons de mariage. Voici le jeton de mariage entre le trésorier général de France d'Avesnes et la demoiselle de Mola. Donc vous voyez, ce sont les armoiries qui figurent de part et d'autre, entourées de belles devises. Voici ici le jeton de mariage de Louis de Rochefort et de Catherine de Laurencin. Alors, voici un jeton de mariage encore plus curieux, puisqu'il célèbre deux mariages célébrés en 1582 et en 1595. Alors, il faudrait se livrer à un travail généalogique plus précis pour voir dans quelle logique de lignage la frappe de ce jeton a pu se placer. Voici le très courant moyen de contrôle d'accès qui était le jeton des affinages de Lyon. Celui-ci est de 1744, date animée à Lyon. Alors nous avons des jetons qui représentent la ville de Lyon. Donc ici, à l'avers, nous reconnaissons très facilement la cathédrale Saint-Jean. Et au revers, une allégorie, alors c'est un grand classique du genre, représentant le Rhône et la Saône. Alors c'est très classique ça, si l'on avait le temps de s'étendre aux jetons frappés dans d'autres villes,
eh bien, on retrouverait les mêmes représentations. Commémoration, voici ici le sacre de Louis XV en 1722. Comme exemple de jeton de propagande, voici le jeton de la prise de Sals en 1632. Sals, c'est une forteresse du Roussillon, dont la prise a permis l'annexion du Roussillon, c'est-à-dire de nos actuelles Pyrénées-Orientales. Les Lyonnais ont été invités à contribuer militairement à cette prise de Sals, et effectivement, on a envoyé une centaine d'hommes, dont 90% avaient déserté avant d'arriver à Valence. Alors celui-ci est beaucoup plus intéressant. Celui-ci, c'est un jeton de propagande, où l'on peut lire Isabelle, reine de France par la grâce de Dieu. Or, si on cherche une Isabelle, reine de France en 1578, on ne la trouve pas. C'est-à-dire que c'est un jeton politique qui assoit les prétentions à la couronne de France de Philippe II en la personne de sa fille. Bon, évidemment, Isabelle n'a jamais été reine de France, ni par la gracia de Dios, ni par autre grâce. Mais ce jeton me paraît particulièrement intéressant parce qu'il montre que le jeton est un objet politique de propagande et peut-être de reconnaissance à l'intérieur donc de la Sainte Union. Toujours propagande, la paix des Pyrénées. Je suis obligé d'aller un peu vite parce que j'ai beaucoup de jetons. Le symbolisme politique cher à Judy Loach. Alors ici, nous avons le revers de toute la série des jetons consulaires, c'est-à-dire 5 jetons de l'année 1663. Et nous voyons que ce jeton zodiacal met à l'apogée la représentation du lion, et évidemment la représentation zodiacale, c'est une métaphore de la personnalité politique de la ville de Lyon. Et comme par hasard, nous sommes en 1663, il se trouve le plus près de tous par rapport au soleil. Je ne vous expliquerai pas qui représente le soleil. Ce symbolisme politique, on le retrouve en 1665 dans le jeton du consulat du prévôt Charrier, des échevins Pro et Vacheron. Alors nous avons une superbe nef, mais ce qui est intéressant, c'est la devise qui en substance dit « Je n'avance que si je suis bien dirigé ». Qui est le capitaine du bateau ? Villeroy, évidemment. Alors ici, coucher pas bouger, le symbolisme politique, c'est celui de la soumission à la volonté royale, où l'on voit une main qui représente l'autorité dirigée vers un lion couché en signe d'obéissance. Puis nous avons ici une horloge de table. La légende dit « Elle ne connaît ni retard ni erreur ». Alors j'ai présenté ce jeton à l'horloger de Saint-Paul, qui connaît assez bien le passé de sa profession, et il m'a fait remarquer que cette horloge de table était graduée en 12 heures, et que c'était novateur pour l'époque où encore beaucoup d'horloges n'avaient qu'une seule aiguille, ce qui est le cas ici, mais pour un cadran gravé en 24 heures. Alors, elle ne connaît ni retard ni erreur. Ni retard, c'est évidemment dans l'exécution des ordres du roi transmis par Villeroy, ni erreur, il s'agit évidemment des errements religieux. En ce qui concerne le symbolisme politique, bien, toujours grâce à Judy Loach, nous savons que ce pont symbolise l'union des Villeroy et de la ville de Lyon, donc du consulat, si vous préférez. Et ici, en 1674, nous avons l'avers de toute une série de jetons qui représentent une Thémis, qui représente une allégorie de la justice, ce qui n'est évidemment pas sans rapport avec
l'intégration au consulat du tribunal royal de la conservation des privilèges royaux des foires de Lyon, réalisé quelques années plus tôt. Ici, nous avons un jeton qui est à la fois un jeton consulaire et un jeton politique, puisqu'on le trouve à l'avers du jeton de Pont-Saint-Pierre et de notre archevêque, lieutenant général, urbaniste Camille de Neuville. Et il faut le savoir, nous avons ici des lys qui tendent vers le firmament. Le symbolisme politique est également visible dans le jeton de Bathéon, puisque au revers, nous avons les armes de la ville de Lyon. Ici, cette roue de la fortune est là en 1682 pour célébrer la naissance du duc de Bourgogne, c'est-à-dire le fils du dauphin. Puis encore, nous avons en 1692, sous la prévôté de Dulieu, les choses sont extrêmement complexes. Mais dans l'un des modèles de jetons, nous voyons ici, à droite, une allégorie qui représente manifestement le lion, puisque le lion est à ses pieds, et qui est dans une posture d'hommage envers une autre allégorie qui représente l'autorité ou la foi. Ce symbolisme politique apparaît toujours dans le jeton en 1692 de Dulieu, c'est celui de gauche, et pour vous montrer que ces frappes n'étaient pas d'une originalité à tout rompre, j'ai mis pour point de comparaison le jeton de la chambre de la ville de Nancy, c'est-à-dire la municipalité nancéenne à la même époque, et l'on voit que c'est toujours une vue à volo d'uccello de la ville depuis le fleuve. Ici, 1697, il est largement question d'ériger la statue du monarque sur la place qui deviendra Louis le Grand, même si ça ne se fera qu'en 1714. Et tous les jetons portent à cette époque une représentation de Louis XIV sur un cheval cabré avec une devise qui signifie « grand dans la guerre, encore plus grand dans la paix ». Bon, ce qui était une forme d'humour involontaire, puisque 1697, c'est le deuxième versant du règne, c'est l'époque des défaites, c'est l'époque des épidémies, c'est l'époque de l'écrasement fiscal. Enfin, c'est véritablement le conformisme politique poussé jusqu'à la palinodie. Alors, ici, j'ai rapidement récapitulé les revers symboliques de 1663 et de 1698, tels que nous venons de les voir. Alors, il existait également des jetons qui honoraient les grands personnages de la ville de Lyon. Alors, Alphonse du Plessis de Richelieu, cardinal de Lyon. Bon, on ne peut déplorer que le jeton soit assez usé, en assez mauvais état. Puis ici, Camille de Neuville de Villeroy, lieutenant général, archevêque, un jeton de laiton qui a la particularité d'être de petit diamètre. Alors lui aussi est assez courant, ce qui veut dire qu'il a dû être distribué largement aux membres de ce qu'on peut appeler le système Villeroy. Alors, que se passe-t-il ? Voilà, c'était de ma faute. J'avais tapé à côté, maintenant. Ah, excusez-moi. Alors ici, un jeton dont j'ai pris l'image sur Internet parce qu'il n'est pas dans mes moyens, celui du maréchal de Villeroy en 1695. C'est un jeton d'une très belle frappe qui, évidemment, est à la gloire de ce maréchal dont nous savons qu'il est l'une des deux grandes gloires de la lignée des Villeroy qui a pratiquement régné sur Lyon jusqu'à la Révolution. Alors tout à l'heure, j'évoquais le symbolisme politique des jetons Patria Memor.
Voici donc Patria Memor Viris Consularibus, c'est-à-dire que le consulat de Lyon au XVIIIe est extrêmement contesté. Il est en particulier taxé de mener une gestion absolument ruineuse. Les mémorialistes, d'ailleurs, gonflent le poids de l'endettement. Et des réactions populaires se font de temps en temps sentir. Et on cherche à créer une sorte de personnel politique. Depuis la fin du XVIIe, le fameux cursus honorum n'ouvre la désignation au consulat qu'à partir du moment où l'on a été trésorier ou recteur, soit de l'aumône générale, soit de l'Hôtel-Dieu. Mais ensuite, il convient de siéger en robe noire comme recteur des nombreuses institutions de répression et caritatives, ainsi qu'au tribunal de la conservation. Et dans le cérémonial urbain qui compte énormément, Lyon est une ville où, pour des raisons de tension sociale, le consulat est très peu visible. Quand il a à se déplacer dans la ville, c'est en carrosse. Et lorsqu'il vient allumer le feu d'artifice de la Saint-Jean au milieu du pont de Saône, les consuls arrivent en civil, vont dans l'ancien palais du gouvernement, c'est-à-dire place du gouvernement, rue Saint-Jean, qui appartient encore à la ville. Là, ils se changent, ils mettent leur robe consulaire, parce qu'ils y sont forcés. Ils vont sur le pont entre une double haie de forces de l'ordre, c'est-à-dire la compagnie du guet et le pénonnage de service, et ensuite, ils reviennent se mettre en civil dans le palais du gouverneur. Alors, on cherche absolument, alors qu'à Marseille, par exemple, les Marseillais de la même époque voyaient défiler au moins 2 fois par semaine leurs échevins en robe, le chaperon sur la tête. Ce n'était pas du tout le même contexte. Alors, on a donc tenté de donner de la cohésion à ce corps autour de l'institution consulaire, en particulier les anciens consuls, à leur sortie de charge, ont reçu une deuxième robe, dite robe des services, généralement noire, qui leur servait à siéger à la conservation, mais également dans toutes les occasions telles que les requiems chantés en la mémoire ou pour le repos de l'âme de leurs prédécesseurs décédés. Et de la même manière, pour les faire venir tout simplement, eh bien, on leur distribuait ces jetons dont la valeur vénale unitaire était de l'ordre de 2 livres tournois. Alors, eux aussi sont extrêmement courts. Alors, cette distribution des jetons fut également un enjeu politique, en particulier lors de la délibération économique de 1775. Alors, cela mérite quelques explications. Jusqu'en 1773, le consulat de Lyon est totalement verrouillé, si vous me passez l'expression, par le système Villeroy. Donc le prévôt des marchands est nommé par le contrôleur général en Conseil d'État, tandis que les échevins sont directement désignés par le gouverneur de Villeroy. Alors il y a toujours un simulacre d'élection, c'est à la Saint-Thomas, c'est à la fin du mois de décembre, on réunit à la grosse cloche de l'hôtel de ville les maîtres de métier qui sont censés représenter leur profession, mais en réalité, les heureux élus ont reçu leur nomination par une lettre écrite de la main du maréchal de Villeroy dès le mois d'octobre. Ça ferait rêver nos élus d'aujourd'hui. Or, en 1774, Louis XV meurt. Louis XVI prend le contre-pied absolu de sa politique. Et en particulier, il rappellera les parlements très rapidement. Après quelques essais malheureux, il nomme au contrôle général, c'est-à-dire une sorte de super ministre des Finances d'aujourd'hui, Turgot qui est un libéral, qui est un physiocrate, qui est un grand honnête homme. Et ce changement du climat politique trouve un équivalent à Lyon, un écho à Lyon. C'est-à-dire que le clan des conservateurs est évincé. Le prévôt Regnault de Belsize est évincé, son brevet ne lui est pas
renouvelé. Le trésorier Nicolas de Montriblou, eh bien, on s'intéresse à sa comptabilité, qu'il est incapable de produire parce qu'il dit que ses affaires personnelles et ses affaires publiques sont mélangées. On attend toujours sa reddition de comptes. Son hôtel, vous le connaissez sans doute, il est à l'angle de la place Bellecour et de la petite place qui donne sur la Saône. C'est l'ancien hôtel de l'Europe. Bon. Et sont désignés à ce moment-là des échevins libéraux. Alors, il y a une rupture. Alors, ces échevins libéraux, c'est François-Pierre Suzanne Braque, c'est Guillain, un trublion professionnel, c'est Nolac, c'est Muguet, et ils vont se mettre en tête de réaliser une gestion patriote. Et s'ils n'ont pas les moyens de leur politique, eh bien, ils tentent néanmoins le coup. Alors, par exemple, le nouveau théâtre construit par Soufflot, terrain compris, a coûté près d'1 million à la ville. Donc, générateur d'endettement. Et non seulement la ville a tout payé, mais elle doit aussi verser 30 000 livres par an à la directrice d'Étouche-Lobreau, qui est une créature, évidemment, du duc de Villeroy. Or, Turgot veut que toutes les villes de France aient une gestion libérale, c'est-à-dire que les revenus municipaux soient affermés, soient mis aux enchères. Et voilà notre consulat qui se met en tête d'évincer la Détouche-Lobreau, de trouver des compagnies pour le théâtre. C'est un échec abominable. Or, le théâtre n'est pas une distraction à l'époque. Le théâtre, c'est le seul lieu d'expression politique qui soit disponible, et c'est aussi un lieu de sociabilité comme les clubs-services d'aujourd'hui. Alors, je n'ai donné là qu'un exemple de libéralisation, mais cette libéralisation, on va la trouver appliquée également aux finances consulaires elles-mêmes. C'est-à-dire que les consuls prennent sous leur chapeau, sans rien demander ni à l'intendant, ni au gouverneur, ni au contrôle général, ni au secrétaire d'État chargé de ce qu'on appelait le département de Lyon, d'avaliser leurs réformes. Alors ils se réforment eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font des coupes sombres dans le personnel municipal, et ils s'en prennent aux jetons. Alors je vous donne lecture. Une distribution trop facile des jetons d'argent rendait cet article très considérable et faisait même perdre à cette marque d'honneur, qui est le motif de cette institution, une partie de son mérite. Autant pour le lui rendre que pour économie, nous avons réduit ces distributions et l'avons fixé, savoir pour le gouverneur, l'archevêque, l'intendant, le prévôt des marchands, les échevins, à chacun 120 jetons, à leurs armes et à celles de la ville, lorsqu'ils entreront en place, au procureur du roi, suivant l'usage, procureur du roi de la municipalité, pas celui de la Cour des monnaies. Suivant l'usage et comme faisant partie des émoluments de sa place, une bourse de 120 jetons tous les 6 ans. À l'Académie des sciences, tous les 2 ans, 800 jetons. Au chevalier de l'Arc-en-Main, c'est une compagnie élitaire qui tirait effectivement à l'arc et dont le bâtiment servait à toutes les réceptions élitaires, par exemple les mariages ou les grands discours de réception. Et il se trouvait approximativement à l'intersection de la rue de la Charité et de la rue des Remparts d'Aisne. Sachant que la rue des Remparts d'Aisne n'était pas orthogonale à la rue de la Charité comme aujourd'hui, elle était en biais, donc ça se rapprochait de l'hôtel Berthaud, dit de Villeroy. Mais compagnie élitaire s'il en était. Tous les 2 ans, 800 jetons. L'usage sera continué de la distribution de 2 jetons comme droit de présence à chacun des anciens échevins qui assisteront avec le consulat aux cérémonies publiques auxquelles ils sont invités. Et là, ça rappelle tout à fait ce que Jean-Paul nous a expliqué.
Cette distribution se fera dans la forme suivante. Il sera présenté par le premier mandeur. Le premier mandeur, c'est une sorte d'huissier du consulat. Le premier mandeur aux 10 échevins, un petit registre ou carnet sur lequel ils signeront leur nom pour constater leur assistance. Le prévôt des marchands ou l'échevin qui présidera l'assemblée signera cette ligne comme pour la paraphée. Ce livret sera à la fin de chaque année remis au trésorier de la ville, qui sera le dépositaire des 10 jetons, pour, par lui, en être fait de la distribution à qui elle sera due et dont, à la fin de chaque année, il produira la note au consulat. En note, vous trouvez la référence aux archives municipales de Lyon où nous nous trouvons et la référence d'un petit article que j'avais commis pour la Société historique, archéologique et littéraire il y a quelques années. Alors, dans l'orbe municipal, on trouvait des jetons d'institutions. Ici, nous avons le jeton des maîtres et maîtresses d'école. Voici le bureau de la santé de 1723. Alors, ce bureau de la santé, c'est une institution municipale qui était surtout chargée d'organiser les quarantaines pour éviter les contaminations. Pourquoi 1723 ? Parce que la France se relève à l'époque de la terrible peste de Marseille. La peste de Marseille, de 1720 à 1722, a été occasionnée par la corruption d'un échevin marseillais, Estève, qui, pour mieux vendre ses cargaisons, enfin la cargaison de laine venant du Levant, l'a fait entrer en priorité sans quarantaine. Le bateau s'appelait le Grand Saint-Antoine, et c'est de là qu'est partie la peste de Marseille, qui fut absolument terrible, qui s'est étendue à toute la Provence, qui n'a été arrêtée que par l'érection d'un mur de pierre dont il reste des morceaux encore en Provence, et également par l'apostage de l'armée du roi tout autour du bas Languedoc, de la Provence, qui tirait à vue sur quiconque cherchait à sortir de la zone contaminée. Alors, ce bureau de santé a sans doute eu une efficacité, c'est certain, parce qu'il ne faut pas prendre les médecins du XVIIIe pour des Diafoirus. Mais ici, ce bureau de santé s'auto-congratule en 1723, une fois l'épidémie finie, en faisant frapper ce jeton avec l'allégorie de Minerve. Excusez du peu, le bureau de santé, ma foi, c'est le bouclier de la ville contre l'épidémie. Alors cette épidémie a eu d'ailleurs des conséquences économiques énormes, dans la mesure où Lyon n'était pas qu'une ville textile de la soie, mais également du coton, dans la futannerie. Or, l'approvisionnement en coton se faisait par Marseille. Il a donc été totalement interrompu et cela a plongé cette branche de l'activité industrielle de la ville dans des difficultés sans nom. Alors, merci au bureau de santé. Voici l'arc en main dont je vous parlais. Alors, il n'existe pas qu'un seul jeton de l'arc en main. Je vous ai photographié celui que je possédais. En voici un autre. Voici l'arquebuse de Lyon. On reconnaît très bien les arquebuses avec le mât qui, à l'origine, portait le pape G ou le pape Go, c'est-à-dire une cible peinte de métal représentant un perroquet, comme dans toutes les villes de France. Voici une autre arquebuse, l'arquebuse de Villeneuve, qui, elle, tirait approximativement l'emplacement de notre place du Pont. Voici un jeton relatif à une communauté de métiers, la draperie lyonnaise, qui était une draperie surtout commerçante, mais également productrice. Sur le Rhône, battaient encore des foulons à battre les draps au XVIIIe siècle. Voici ici la chambre de commerce. Alors on est inondé de jetons de la chambre de commerce, alors qui ont un très grand nombre de variantes, c'est-à-dire qu'on en frappait, voyez-vous, des modèles différents à intervalles très réguliers.
à tout seigneur, tout honneur. Voilà. L'Académie de Lyon, avec deux variantes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer, mais dans une variante, la date de 1700, qui est la date fondatrice, est en chiffres romains. Dans l'autre, elle est en chiffres arabes. Puis, il y a aussi des petites variantes auxquelles les numismates sont particulièrement sensibles. Donc, des personnages recevaient également des jetons, comme ici Ferdinand Seguin, ingénieur des fortifications des trois provinces. Quand je dis trois provinces, c'est Lyonnais, Forêt et Beaujolais, naturellement. Et toujours dans le système Villeroy, il finira par évincer le fils Maupin pour devenir à sa place voyer de la ville, en réunissant donc la fonction de voyer de la ville à celle d'ingénieur des fortifications. Voici le jeton du receveur de la ville, enfin de l'un des receveurs de la ville, Antoine Perrin. Voici celui de Thomas de Moulsot, qui est 1674, qui est d'une frappe absolument remarquable. Si vous êtes attentif, ce dont je ne doute pas, vous remarquez que le revers, c'est une Thémis que nous avons déjà rencontrée. Voici le jeton donné à Braunau, qui est le procureur de la ville, et qui, à ce titre, passe la moitié de sa vie à Paris. À tout seigneur, tout honneur, voilà le jeton de Paul Berthaud, le voyer. Donc le voyer était responsable de toute la gestion du bâti, en particulier pour les reconstructions, les réfections de façade, les arrêtés de péril, et également les travaux municipaux. Bon, c'était un homme extrêmement important et qui avait la particularité de se faire adjuger à lui-même tous les travaux publics entrepris par la ville. À la fin de ce système, la ville a réussi à faire ces travaux pour 4 fois moins cher. Ne vous étonnez pas si le plus bel hôtel particulier de tout Lyon, c'est l'hôtel Berthaud, qui abrite actuellement notre musée des tissus. Ne vous étonnez pas non plus si, après les émeutes de 1744 et 1745, le maréchal de Villeroy, s'étant décidé à venir faire un petit tour dans sa ville, a choisi comme lieu de résidence l'hôtel Berthaud. Et Berthaud n'a jamais retrouvé son hôtel. Comment ? Il n'a jamais vécu. Non. Sitôt fini, sitôt volé. Bon, alors voici, donc, là je vous parlais du père, donc voici le fils, Claude Berthaud. C'est de lui qu'il s'agit, un très beau jeton. Et donc, je ne vous inflige pas le revers à chaque fois, ce sont les armes de la ville de Lyon. Voici l'un des derniers receveurs de la ville, avant Tolosan, Alexandre Antoine Régny. Et ceci m'amène très rapidement à vous rappeler le contexte historique de l'institution consulaire. Avant 1595, l'institution consulaire, c'est 12 conseillers ou consuls qui sont probablement issus d'une véritable élection. La fonction est anoblissante, mais un certain nombre de familles que l'historiographie traditionnelle appelle famille patricienne, c'est un terme peut-être pas très heureux, se succèdent sans cesse, c'est-à-dire que le potentiel d'anoblissement n'est pas utilisé à plein et de très loin. En 1595, c'est l'édit de Chauny qui est donné par Henri IV. J'insiste dessus parce qu'il réduit le consulat lyonnais au modèle du consulat parisien, c'est-à-dire un prévôt des marchands, déjà noble, et 4 échevins qui, eux aussi, peuvent accéder tous les 2 ans à l'échevinage. Or, il y a parmi toutes les vieilles lunes qui circulent sur l'histoire lyonnaise, il y en a une qui dit que c'est pour punir la ville d'avoir été ligueuse. Donc, en réduisant les possibilités d'anoblissement. Alors, ce que je viens de vous dire s'inscrit déjà en faux contre cette affirmation. Et puis ensuite, une historienne britannique, je crois, Anne Finlay Cross-White, a écrit un livre qui s'appelle Henry IV in the Towns, dans lequel elle montre que cette politique de réduction de la taille des municipalités, Henri IV l'a menée toujours et partout.
Pourquoi ? Parce que au XVIe, les finances municipales, c'est peu de choses. Les 12 consuls, qui sont des riches, sont en nombre suffisant pour faire les avances de fonds nécessaires et ensuite se faire rembourser dans des conditions que on peut supposer favorables sans être particulièrement malveillant. Mais à partir du moment où ils ne sont plus que 4, la chose devient impossible et donc il faut passer par une trésorerie, par un système d'emprunt et par une épuration absolument drastique que Françoise Bayard avait étudiée et qui s'appelait le système Sully. C'est-à-dire qu'en clair, on a lésé tous les prêteurs de la ville. Alors, ces jetons font partie des présents d'honneur consulaires. Alors ici, je ne pense pas que ça soit très lisible. J'ai ici la liste des présents consulaires, une liste des cadeaux reçus par un consul, François-Pierre Suzanne Braque, consul en 75 et 76, enfin on dit échevin à l'époque, échevin en 75 et 76, c'est sa femme qui fait cette petite comptabilité et elle tient compte absolument de tout, des bouteilles vides, des vins reçus, des zones de soie offertes par la corporation, des étrennes aux domestiques, tout est comptabilisé. Et là, pour les jetons, je vais essayer de vous lire. Non, je n'y arriverai pas. Bon, elle donne le poids en argent des jetons reçus. Ce qui veut dire que très probablement, ces jetons ont été ensuite destinés à la fonte, parce que je n'en connais aucun exemplaire. Bon, c'est une chose qui arrive assez souvent. Quand on lit le tricot, on s'en aperçoit. Bon, on est certain que tous les échevins ont reçu leurs jetons, mais certains sont absolument inconnus. On ne sait même pas à quoi ils ressemblent. C'est qu'ils ont été fondus. Donc, voici le coin de François-Pierre Suzanne Braque, c'est-à-dire le coin qui était remis au consul à la fin de son consulat. Ça lui permettait de faire des refrappes à ses frais si jamais le cœur lui en disait. Alors au XVIIe siècle, les prévôtés sont très courtes. C'est-à-dire que ce que vous voyez en rouge, c'est le nom des prévôts qui ont fait plus de 2 ans de prévôté à l'hôtel de ville. Si on passe au XVIIIe siècle, vous allez voir, le changement est brutal. C'est-à-dire que, en fait, le fait d'être prévôt des marchands se renouvelle 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 6 fois. C'est Flachat de Saint-Bonnet qui a été désigné à 6 reprises, et comme par hasard, son jeton est le plus courant qui soit. Alors, à chaque prévôté, évidemment, on frappait les jetons des échevins, mais à chaque nouvelle prévôté, la première fois, on mettait en exergue de la prévôté de monsieur machin, puis de la seconde prévôté, de la troisième prévôté, de la quatrième prévôté. Mais on ne reprenait pas le même coin. Quand on le regarde attentivement, on s'aperçoit que tous ces jetons sont différents dans leur gravure. Alors, maintenant, voyons quelques jetons consulaires. Alors, voilà un précurseur. Ce n'est pas à proprement parler un jeton consulaire, c'est le jeton de l'un des tout premiers prévôts des marchands, Léonard de Bayon, à l'époque où les vieilles libertés lyonnaises étaient encore défendues jusque vers 1620-1625, les échevins renâclaient à être placés sous l'autorité d'un prévôt des marchands. Et c'est à la même époque que Sully imposait des sacrifices financiers absolument énormes aux Lyonnais. Alors, ce n'est pas un hasard si à l'avers nous voyons ces armes et au revers une allégorie qui manifestement est en train de dompter un lion qui représente la ville. Le premier jeton identifié comme étant consulaire, c'est ce jeton de 1626. Alors, qui reprend
au revers une devise héroïque publiée en 1557 par Paradin. On retrouve le même phénomène que pour la devise de l'hôtel Buliou, des reprises multiples dans le temps. Et à l'avers, il est écrit évidemment en latin « Qui le dérangerait impunément ?» C'est faire allusion au rôle de Lyon dans la défense militaire du royaume. Alors certes, depuis le traité de Lyon en 1601, Lyon n'est plus ville frontière, puisque le royaume de France a annexé la Bresse, la Dombes, le Pays de Gex, le Bugey, le Val-Romée. Mais néanmoins, c'est un argument de négociation vis-à-vis des exigences royales que d'insister sur le fait que Lyon n'a pas de garnison, Lyon ne coûte rien aux armées du roi, les Lyonnais sont censés se défendre eux-mêmes, et ceci n'aura de réalité qu'en 1636, au début de l'entrée en France dans la guerre de 30 ans, lorsque les armées de Gallas, de l'Autrichien Gallas, envahissent la France depuis la Franche-Comté. Lyon se mettra en état de défense, mais ça n'ira pas plus loin. Alors ensuite, nous avons ce jeton de 1638, qui est fort beau, qui est un jeton offert aux trésoriers de France. Alors les trésoriers de France sont des officiers de finance qui ne contrôlent plus réellement le trésor royal comme ils pouvaient le faire au XVe siècle. Leur pouvoir décline, ils n'ont une importance que locale. Ils sont chargés de la gestion du domaine royal. Or, un proverbe dit « là où il n'y a rien, le roi perd ses droits ». C'était un peu ça, parce que la monarchie française possédait peu de choses dans le gouvernement de Lyon. Les rives des grands cours d'eau, comme partout, le château de Pierre-Cise, le palais de justice, et ça devait être à peu près tout. Alors les trésoriers de France étaient en conflit plus ou moins larvé avec le consulat, puisque partout en France, ils étaient grands voyers de France, en ayant repris le titre porté par Sully. C'est-à-dire que c'est eux qui déterminaient les alignements et l'ancêtre des permis de construire. À Lyon, au contraire, c'était le consulat qui se chargeait de ça, jusqu'en 1763, date à laquelle le consulat a été dépossédé de ce pouvoir par les trésoriers de France, qui ont exercé d'ailleurs leur fonction avec beaucoup plus de rigueur, en imposant du point de vue architectural des modèles parisiens et des modèles londoniens à la ville de Lyon. Alors, vous connaissez sans doute le grand divorce entre les trésoriers de France et le consulat de Lyon en 1680, lorsque pour une affaire de préséance, comme on en trouve dans absolument toutes les villes de France, les trésoriers de France et les consuls, à la procession de Saint-Roch, donc au-delà de Saint-Georges, se sont mis à échanger des coups de hallebarde pour savoir qui marcherait en tête. Alors, voici un jeton également précurseur, le jeton de 1646. Alors, vous remarquez qu'ils ne sont pas encore nominatifs. Ils se réfèrent au consulat de Lyon. Et voici maintenant les compositions des jetons suivants. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, puisqu'on a plusieurs avers et plusieurs revers. Au XVIIe, le prévôt des marchands peut mettre ses armes à l'avers et au revers, soit une allégorie, celle que Judy Loach a étudiée, soit les armes des 4 échevins, mais disposées en croix. Au XVIIIe, c'est complètement différent. Le prévôt des marchands continue de mettre ses armes à l'avers, mais au revers, c'est soit les armes de la ville, entourées par des allégories du Rhône et de la Saône, soit les armes des 4 échevins, mais cette fois-ci disposées en carré. L'échevinage lui-même, en tant que personnalité collective, a aussi son jeton. C'est-à-dire ce sont les armes des 4 échevins, mais il n'est plus fait référence au prévôt, puisqu'au revers, ce sont les armes de la ville. Les échevins du XVIIe ont également la possibilité de mettre leurs armes à l'avers et une allégorie au revers. Au XVIIIe, leurs propres armes et soit celles de la ville
encadrés du Rhône et de la Saône, ça c'est de rigueur, soit aux armes du prévôt des marchands. Alors ça, l'association échevin prévôt des marchands n'existe qu'en 1692 et les années marquées par la prévôté de Dulieu. C'est une bizarrerie dont je ne connais pas l'origine. Alors, j'ai pris quelques exemples. Voici un exemple d'association entre armes d'échevin et allégorie. C'est le jeton de Nicolas Pro. Donc, à gauche, les armes de l'échevin et à droite, l'allégorie formant l'unité de tous les jetons consulaires de ces 2 années. Voici un exemple d'association entre les armes du prévôt et les armes des échevins. Donc il s'agit ici du jeton duc de Paumé en 1661. Vous voyez que les armoiries des 4 échevins sont disposées en croix, ce qui disparaîtra au XVIIIe. Voici ici une association entre armes du prévôt des marchands et les armes des échevins. Alors là, on voit la qualité de production, on voit la finesse du grenetis qui forme le bord du flanc. Donc très, très beau jeton du XVIIIe. Voici les fameux jetons du lieu où, à titre tout à fait exceptionnel, on voit les armes du prévôt des marchands associées à celles de chacun des échevins, sans doute pour embêter les collectionneurs. Voici l'association entre les 4 échevins et les armes de la ville. Puis, entre les armes, un autre exemple avec un autre revers radicalement différent. Alors nous avons tout un ensemble de variantes des revers aux armes de la ville au XVIIIe siècle. Alors ce sont des subtilités de numismate. Voici le revers de 1703. Voilà celui de 1723, où les allégories prennent des poses beaucoup plus alanguies. Le revers dit à la petite coquille, le revers à la grande coquille, une variante du revers à la grande coquille, et voici enfin les jetons personnels, si vous en avez le courage, des prévôts des marchands et des échevins. Alors j'en ai un très grand nombre, je ne vais pas tous vous les affliger, je vais vous montrer les plus significatifs. Donc vous voyez qu'en 1638, le premier jeton associant prévôt des marchands et 4 échevins est en carré pour commencer, et la taille du jeton est relativement faible. Bon, celui-ci est tellement usé qu'on ne voit rien. Ici, vous reconnaissez le revers zodiacal, qu'on voit beaucoup mieux ici. Alors, ce sont les armes des lumag, enfin des lumag. Lumaga, en italien, ça veut dire escargot. Les armoiries sont donc des armoiries parlantes. Bon, je me suis fait quelques ennemis en disant que ces armoiries pourraient servir également au comité éditorial du dictionnaire des institutions lyonnaises d'Ancien Régime, mais j'aurais sans doute dû tenir ma langue. Voici le jeton de Gaspard Charrier. Alors Charrier a une roue dans ses armoiries, encore des armoiries parlantes, c'est extrêmement courant à l'époque. Nicolas Pro, que vous connaissez. Jean Vacheron. Paul Mascrani de la Verrière. Très belle frappe également. Antoine Belay. Alors vous remarquez qu'ils ont tous le même revers. Parce qu'il se trouve que cette année-là est mieux représentée dans ma collection que les autres. Antoine Bloff. Constance Silvecane avec la fameuse horloge de table. Jean Carrette, même revers. Jean Charrier, à nouveau, avec le pont d'union avec les Villeroy. Jean Cognat de Lavore, même pont pour Jean-François Philibert,
fondateur d'une grande lignée de banquiers. Jean de la Forcade, Guillaume Perrier, où nous retrouvons le pont, Philibert de Massot, le prévôt, avec Thémis, encore Thémis, toujours Thémis. Ici, les trois lys avec Lambert Pont-Saint-Pierre, Léonard Bathéon. Voici La roue de la fortune avec François Bénéon, prévôté de Louis Gaillot. Alors, je passe un peu rapidement pour ne pas abuser de votre patience. Je n'entends pas de ronflement. Vous voyez ? On est jusqu'à 9h. Non, c'est 9h. Voyez ? Toute la série. Alors Fischer, par exemple, Fischer, si vous voyez bien, il tient deux poissons. C'est un jeu de mots sur l'origine germanique de son nom. Fritz Fischer, Fischer. Vous voyez ? Je passe vite. Main destre, c'est aussi un jeu des armes parlantes. C'est une main qui tient une fleur. Une main droite, naturellement. Alors ensuite, c'est un peu stéréotypé. Aimé Bertin, Camille Perrichon, le fameux Camille Berrichon. Un grand prévôt des marchands. Un esprit très libéral, un homme des Lumières, protecteur du théâtre, de ses acteurs et de ses figurantes. Edmond Monniat, Claret de la Tourette, Mailleuvre de Chanvieux, économiste connu, Valfray, Gillet, Rivérieux de Vara, Geoffroy de la Chapelle, Panier, François Clavière, avec un lion tenant la clé, Briasson, Flachat de Saint-Bonnet, Clapasson de Vallière, Leclerc de la Verpillière, Pierre Monlon. Pierre Monlon. Exemple de la mobilité sociale permise par la ville. Le grand-père de Pierre Monlon est parti de Jurançon avec pour tout viatique un certificat du curé de sa paroisse. Il est arrivé à Lyon, il est devenu apprenti tailleur pour dames. Il s'est enrichi, il a ouvert boutique, et son petit-fils, Pierre Monlon, était l'un des plus gros marchands de soie du XVIIIe siècle, assez riche pour pouvoir financer, alors je ne me souviens plus si c'est l'Hôtel-Dieu ou la Charité, et accéder à la chevinat, donc anoblir sa famille. En 3 générations, on part de l'apprenti qui arrive à pied au noble, de fraîche date certes, mais au noble quand même. François Valesque. Alors, j'ai eu la chance de travailler sur tous les papiers de la famille Valesque, qui habitait dans la maison que vous connaissez, c'est la pharmacie du Serpent, place Messonnier. Et les Valesque, le père était marchand épicier et les fils sont devenus receveurs alternatifs des tailles de la Généralité de Lyon. L'un a eu le bon goût de mourir en 1790, l'autre a perdu la vie sur la guillotine. C'est quelquefois un peu émouvant d'avoir entre les mains ces objets qui ont appartenu à ces personnages. Alors voilà le jeton de François-Pierre Suzanne Braque. Tout ce que je possède, c'est un très méchant exemplaire en bronze, en mauvais état, mais vous voyez tout de même qu'il a encadré ses armoiries d'argent à 3 bandes d'azur par 2 chiens qui sont des Braque. Alors vous voyez également que la qualité a tendance à s'améliorer lorsque le XVIIIe avance et que
à la fin du XVIIIe siècle, on a des jetons qui sont vraiment d'une très belle frappe. On arrive quelquefois à connaître le graveur. Le dernier, voyez, votre calvaire s'achève, c'est celui de Léonard Gay, 1784. Il a été gravé par Pierre-Joseph Lortior, qui est l'un des graveurs les plus connus du royaume de France à cette époque. Voilà, je vous remercie.